Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de Meeting. 1m97, 97 kg de muscles, une détente impressionnante, un bras surpuissant qui lui permet d'envoyer des boulets de canon. Est-ce Superman? Non, je dirais plutôt Super Mike. Et oui, le sportif que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui est un handballeur professionnel qui fait le bonheur du club de Limoges cette saison en Lidl Star League. J'ai nommé Mike Brassler. Salut Mike, comment tu vas? Salut Lucien, ça va, merci et toi? Impeccable. Bah, on va commencer tout de suite du coup. Alors, t'es né le 16 avril 1993, donc t'as 27 ans. T'es né à Exactement. Paris, plus précisément au Bourget, c'est ça? Ça c'est ma ville natale, mais moi je suis né à Paris même, mais j'ai vécu D'accord. toute ma vie à Le Bourget exactement en 93. D'accord, ok, impeccable. Alors du coup, comment était ton enfance? Est-ce que c'était plutôt une enfance sportive, justement? Tes parents t'ont un peu poussé à faire du sport toujours ou t'es direct Euh, vers le je, hand? je me suis plutôt dirigé naturellement, je t'avoue que autour de moi, j'ai toujours eu des amis qui ont toujours été dans divers clubs de sport. Donc jusqu'à l'âge de mes 14 ans, j'étais pas vraiment dans un club sportif précis, je faisais tout plein d'activités. D'accord. À 14 ans, je fais une année de football. Une année de football, mais bon, l'univers m'a pas tellement plu, donc j'ai vite changé. Et c'est à 16 ans que je rejoins mon premier club de hand, donc le club de ma ville, le Bourget. Et c'est là-bas que je suis pris de passion pour le hand. D'accord. Et t'avais déjà des membres de ta famille ou des amis qui pratiquaient ce sport-là ou ça t'est venu comme ça, t'as essayé? Ah non, je suis le seul à m'être dirigé vers le hand dans la famille et je suis le seul dans mon entourage proche familial à être vraiment sportif. D'accord. Alors, en plus, t'aurais pu ne jamais faire de hand au final parce que t'as découvert le hand à l'occasion d'une journée porte ouverte au club de handball de ta ville. Là, mais c'est clairement ça. Donc j'avais dans mes amis très proches trois qui en faisaient du hand. Et D'accord. moi, je m'étais jamais réellement intéressé. Et justement, cette journée porte ouverte, c'était la fête du club, je m'en souviens. Et bon, voilà, il y avait des petits matchs organisés, donc j'en ai fait un. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, écoute, ça m'a permis de rester avec mes amis un peu plus souvent. Donc j'ai dit, allez, on y va, c'est parti. Mais t'avais pas du tout, tu pensais pas du tout au niveau ou à en faire ton métier à Je cette savais même époque-là. pas, à ce moment-là, je savais même pas qu'on pouvait en faire son métier du handball, pour te dire. Donc non, là, c'était vraiment ludique et pour se dépenser. Il n'y avait aucune autre pensée derrière. Ok. J'avais vu ouais, que tu disais même que tu connaissais pas Jackson Richardson, Nicolas Karabatic, enfin tu. Je connaissais absolument personne à ce moment-là. J'étais vraiment là pour jouer et voilà, pour me dépenser. C'était le seul objectif. Donc après, t'as dû vite voir que t'avais des qualités pour ce sport, parce que à 17 ans, tu faisais déjà 1m95, c'est ça? J'ai vu C'est ça. ça. C'est C'est ça. hallucinant quand même, à 17 ans. Ouais, j'ai grandi jusqu'à 15 ans, j'étais sensiblement dans la moyenne. Et ouais, à Ouais. partir de 15 ans, j'ai explosé, j'ai pris beaucoup en taille. Bon, j'étais beaucoup plus fin qu'à ce moment-là. Ouais. Mais ouais, j'ai pris pas mal de taille. Et le fait que je sois gaucher, ça a aussi aidé Aussi, ouais. pour positionner à faire du hand. Ça a aussi aidé. Ok. Et donc tu joues une première saison dans ton club du Bourget, Ça. et après tu rejoins Villemomble Handball pour C'est jouer en ça. championnat de France moins de 18. Exactement, un petit club qui est aussi dans le 93, un peu plus loin que chez moi. Et il y a mon entraîneur, justement, mon entraîneur de quand j'étais au Bourget, qui lui allait là-bas. Donc il m'a dit, écoute, voilà, le niveau est plus haut, qu'est-ce que tu en penses, on y va? Je dis, bah écoute, on y va, pas de souci. Et voilà. Donc c'est que ouais, 1 ou 2 ans après que tu commencé, que tu découvert le hand, où tu joues déjà en championnat de France moins de 18, quoi. C'est ça, ma première année, je suis en excellence région, et ma deuxième année, je suis en championnat de France, ouais, c'est ça. Et tu sens tout de suite que tu es au-dessus du lot, ou enfin, tu Au-dessus, remarques de par tes prestations? j'avais l'impression d'être au-dessus, surtout dans les qualités physiques. Dans Ouais. les qualités physiques, parce que clairement, je rencontrais tous les week-ends, à chaque match, je rencontrais la moitié de l'équipe d'en face qui avait un meilleur handball que moi, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mm. Mais aux qualités physiques, c'est à là que ça jouait, c'est là que je pouvais me permettre de faire la différence. T'as mis du temps, du coup, comment dire, à faire un handball un peu plus tactique, technique, moins vraiment que basé sur tes qualités physiques? Parce qu'au début, Bah, ça devait être quasiment que ça, non? ouais, au début, c'était clairement que ça. Et puis le fait que je sois gaucher et grand, on m'a toujours un peu stéréotypé. On m'a dit, écoute, tu prends la balle, un 2 3 et tu shootes. Et donc, ouais, mes deux premières années, c'était un peu ça. Et l'année d'après, quand je rejoins le centre de formation de Tremblay,
c'est là qu'on commence vraiment à m'apprendre le vrai handball et à m'expliquer comment ça se joue, Ok. quelles sont les vraies règles. Donc justement, quand tu intègres le centre de formation de Tremblay, là tu disais que tu avais, un sacré retard sur les autres joueurs quand tu as Ouais, intégré le centre de formation. non, c'est clair, j'avais un très grand retard parce que du coup, on s'est retrouvé. C'était la première année, le centre de formation ouvrait, donc il y avait tous les joueurs qui arrivaient un peu de partout. Et parmi ceux-là, j'étais vraiment celui qui était le plus en retard niveau handball. Et c'est là Ouais. que j'ai compris que les qualités physiques que j'avais l'impression d'avoir en plus des autres, et ben là, ne me serviraient pas. Parce que les mecs, Mm. ils étaient aussi forts physiquement que moi. Mais en plus de ça, ils avaient un meilleur handball. Donc j'ai dû bosser pour rattraper un peu ce retard. Et ça a mis Ouais. du temps, ça a mis plus ou moins de temps, mais on y est arrivé. Ok. Et alors quand tu as intégré ce centre de formation, tu faisais des études à côté? C'était comment au niveau des études? Au début, j'étais dans mes études, j'étais encore au lycée. Et Mm. je ne vais pas te mentir, j'ai pas été un exemple à suivre là-dessus. J'ai vite arrêté l'école. J'ai vite arrêté l'école. Et par contre, sur de formation, je savais déjà ce que je voulais faire. Mon but, c'était de devenir pro. Ok. C'est à ce Ouais, moment-là ce que je déjà. voulais faire. Et donc, du coup, je me suis un peu laissé aller sur les cours. Et j'ai fini par être à la fin, dans les 6 derniers mois de ma première année à Tremblay, j'étais déjà tous les jours avec les pros. Tous les jours avec les pros, que ce soit le matin Ouais. ou l'après-midi, pour m'entraîner. Et donc, du coup, j'ai vite un peu laissé les cours de côté, mais bon, c'est pas la meilleure chose à faire, clairement. Mm. Et là maintenant, t'envisagerais de reprendre peut-être une formation, un truc ou... Ouais, je pense qu'il va falloir. Il va falloir. Je ne sais pas si ça va être dans le sport, enfin si je vais rester dans le milieu du sport ou pas, mais je pense que oui, en parallèle là, de ma carrière, il va falloir quand même que j'arrive à faire des formations pour me préparer à l'après-handball. Ok. Donc alors après en 2012, tu participes à l'Euro en Turquie avec l'équipe de France junior. Donc Euh, c'est un peu une déception, non? Parce que vous finissez à la 14e place. Comment t'as vécu toi? Est-ce que c'était déjà un plaisir d'intégrer cette équipe? c'est ça. Honnêtement, c'est bon voilà, finir dans les derniers de cet euro alors qu'on a le potentiel pour le gagner, ça a Ouais. été un peu une déception parce qu'on avait vraiment une génération avec des potentiels extraordinaires. Vraiment, on avait vraiment beaucoup de qualité. On finit dernier, mais mine de rien, j'étais pas si déçu que ça parce que pour moi, ça me permettait de vivre une expérience de malade. J'avais jamais vécu ça. La plupart des mecs qui étaient avec moi en équipe de France, ils y étaient depuis le plus jeune âge. Donc du coup, Mm. pour moi, c'était vraiment tout nouveau et donc j'ai pu vraiment apprécier et ça m'a permis aussi de encore une fois, un peu plus combler le retard que j'avais niveau handball. Donc, pour Ouais. moi, quoi qu'il arrive, qu'on ait fini dans les premiers ou derniers de 7 euros, ça m'a permis vraiment de progresser et je reviens avec une bonne expérience de 7 euros. Ok. Alors après la saison 2012-2013, donc là tu joues à Tremblay en France. Tu joues tout le temps quasiment avec les pros parce que ouais, tu joues quasiment, t'es titulaire en fait. T'es Ouais, en titulaire fait, dès ta première saison, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, je suis pas titulaire. Enfin, c'est spécial parce que j'étais avec Ibrahim Assal au poste. Hum. Et Iboul avait la réputation d'être très très bon défenseur. Des très très bons défenseurs. Et moi, à l'inverse, j'avais la réputation d'être mauvais défenseur, mais bon attaquant. Donc, du coup, en fait, on prenait un demi-joueur, ça en faisait un. Donc, Iboul défendait et moi, j'attaquais. Hum. Et voilà. Et pareil, avec ce joueur-là, j'ai énormément appris. De toute façon, à partir de ce moment-là, on pouvait me mettre avec n'importe qui, j'allais apprendre énormément. Mais avec Ibrahim Assal, c'était encore plus simple parce qu'il est très, très pédagogue, il parle beaucoup. Ouais. La moindre chose qu'il pouvait faire pour m'aider, il allait la faire. Aux entraînements, c'était pareil. Donc, ouais, non, Un peu encore une très un, bonne expérience. un mentor, quoi, un peu. Ouais, une espèce de mentor. Une espèce de mentor, c'était un peu son rôle. Et aujourd'hui, même encore, on s'est au téléphone et on débriefe parfois de plein de choses. Donc non, non, c'est une très bonne expérience. Et ouais, t'as notamment marqué les esprits cette saison lors de la dernière journée contre le PSG où t'inscris 12 buts. Ouais. C'est ton meilleur total. Toujours maintenant, ça C'est tient toujours maintenant. Bon, je pense que tu vas vite le dépasser, mais c'est mon meilleur total. Ouais, c'est mon meilleur total. Et comme on l'a dit, c'était contre le PSG. Donc forcément, c'est tout de suite extraordinaire. C'est leur première année du PSG, donc nous on était, enfin moi j'étais tout jeune, je vois tous ces gros joueurs qui arrivent, et je me dis écoute, ben voilà, maintenant que tu y es, va falloir prouver un peu ta valeur. Je pense avoir réussi, je pense avoir réussi un minimum, et c'est cool parce que même à l'issue de ce match-là, il y avait plusieurs joueurs. Je pense à Dugi Bojinovic qui vient me voir à la fin du match pour me féliciter, alors que pour moi c'est un joueur qui a des années-lumière de moi. Et ce genre de joueur qui vient te voir pour te dire, écoute, voilà, c'est très bien le boulot que tu fais, il faut que tu continues comme ça, c'est qu'encourageant. Donc,
c'est vrai que ce match-là, je pourrais jamais l'oublier, c'est clair. Ouais. Et du coup, tes grosses performances, elles te conduisent un peu au Graal, en fait, parce que tu figures sur la liste élargie de Claude Onesta avec l'équipe de France pour l'Euro 2014. Donc là, c'est vraiment, ça doit être un truc de fou quand tu apprends ça, parce que là, c'est vraiment la vraie équipe de France. Ah non, c'était spécial parce que je m'en souviens, je ne l'ai pas appris de moi-même en fait. Ouais. Un matin, je m'en souviens, j'étais en train de renvoyer d'un match, il me semble, donc on est revenu tard. Donc un matin, je dormais et mon téléphone, il n'arrête pas de vibrer, il n'arrête pas de vibrer, je comprends pas. Donc je regarde et j'ai tout plein de notifications sur mon téléphone. Et en fait, tout le monde me dit, oh, félicitations, je ne comprenais pas, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vois mon nom sur cette liste et je dis, oh là là, mon nom sur cette liste, j'aurais jamais cru. J'aurais Ouais, ça, jamais cru. ouais, ça devait être vraiment fou, parce qu'en plus, là, c'est vraiment des gars que tu devais, pour le coup, regarder à la télé, enfin, t'as joué contre eux en championnat, du coup, mais tu devais un peu les idolâtrer, quoi, Ah non, mais c'est clair, sur tous les postes, c'était des joueurs, parce qu'on était encore on était encore dans les Daniel Narcisse, dans les Omeyer, dans les Gilles, dans cette équipe-là. C'était des joueurs extraordinaires, Ouais. extraordinaires qui ont marqué leur époque de toute manière. Hein. Donc c'est des joueurs à chaque poste qui étaient ouf, qui étaient dingues. Donc me retrouver mon nom, même sur une liste élargie au milieu des leurs, c'était une petite satisfaction. C'est clair, c'était gratifiant. Alors après, en novembre 2015, là, c'est un peu plus compliqué pour toi à titre personnel, parce que t'es moins utilisé par ton coach. Il te préfère notamment des joueurs comme David Miklavic, c'est ça? C'est ça. Miklavic, ouais. Et le jeune Dikamem. Donc, voilà, Dikamem, maintenant, on sait où il en est. Il joue au Barça et c'est un des meilleurs arrière droits du monde, non, Un maintenant? des plus meilleurs, Un des c'est clair, meilleurs. mais après, Voilà. Et du coup, toi, tu décides de t'exiler un peu et de partir en deuxième division allemande. C'est ça, à à Cobourg. Coburg 2000. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Voilà, avec le coach, c'était pas, on s'entendait pas super bien à ce moment-là, comme ça peut arriver dans n'importe quel club de toute manière. Je joue un peu moins. Il y a deux joueurs en plus sur le poste, qui fait qu'on est trois. Ouais. Et je sens que j'ai plus tellement ma place. Je sens que j'ai plus tellement ma place à ce moment-là. Je décide de proposer au club, voilà, de quitter le club, Ouais. parce que si ça peut me permettre de moi jouer ailleurs et à eux d'être un peu plus tranquilles sur le poste avec deux joueurs et voilà, donc on trouve un arrangement. Je quitte le club, je vais en Allemagne et l'expérience est spéciale. L'expérience est spéciale parce que j'arrive en cours de saison dans un groupe qui est déjà bien formé, bien solide, avec, aucun francophone dans l'équipe. Ouais. Donc, francophone dans l'équipe et moi j'arrive avec mon anglais approximatif. Donc c'était un coup que j'ai tenté et voilà, j'avais de toute manière signé jusqu'à la fin de l'année. Je reviens un peu avant la fin de mon contrat et bon, je pars pas de la BAC avec du négatif, mais je sais que maintenant l'étranger c'est c'est un choix qu'il faut réfléchir mûrement et on n'y va pas comme ça à la va-vite sans réfléchir, c'est ça. Et alors, pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, c'est vrai que toi, t'avais quand même signé des belles performances, t'étais quand même voilà, connu maintenant dans le championnat de France. T'aurais pu trouver un autre club de D1 à l'époque qui t'aurait accepté dans son effectif, non? Pourquoi tu t'es exilé en fait en Allemagne, surtout en seconde division? Parce qu'on avait fait le tour des clubs à ce moment-là avec mon agent. On avait réfléchi à où est-ce que j'aurais pu rebondir. Et en vérité, à cette période-là, chaque club avait ses arrière droits qui étaient Ouais, fixés. Enfin, la effectif était bouclée, donc c'était compliqué pour moi d'aller en D1 française. Et je me suis dit, quitte à aller à un niveau inférieur, autant aller dans un autre pays. Ça va me donner ouais, une nouvelle expérience, sachant que à ce moment-là, donc en 2014-2015, la D2 allemande est quand même plus forte que la D2 française. mm. Donc, je me suis dit, voilà, plutôt que voilà, être en D2 française et avoir l'impression d'être un peu moins dans un championnat un peu moins fort, j'ai préféré aller en Allemagne. Et voilà ce qui m'a poussé à le faire. Voilà ce qui m'a poussé à le faire. Et, tu savais déjà quand t'as signé en Allemagne que t'allais revenir en France ou tu Ouais, disais pour moi, oui, pour moi, l'objectif, c'était de revenir. Pour moi, ouais, l'objectif, c'était de revenir. J'avais hésité, à un moment, on avait discuté avec le club de Cobourg, justement, de savoir est-ce qu'on n'allait pas me signer 6 mois et 2 ans, sachant qu'on montait en première division allemande cette année-là. ouais, Et j'ai fait le choix de pas y rester parce que je me sentais pas tellement ma place là-bas dans ce club.
Donc j'ai préféré vite revenir en France et assurer un peu pour l'avenir. D'accord. Donc tu reviens en France, donc retour en D1, et là tu signes un contrat avec Ivry, un contrat de 2 ans. Un contrat de 2 ans, parce qu'en fait, on avait l'entraîneur à Tremblay dans mes premières années à Tremblay qui avait été limogé. À cette issue, ils avaient recruté 2 nouveaux coachs et le coach adjoint. Et il s'avère que c'est à ce moment-là, c'était l'entraîneur d'Ivry-sur-Seine. Et on était quand même assez proches. On discutait beaucoup. Il m'avait appris quand même pas mal de choses. Et quand je suis allé en Allemagne, il m'a appelé pour savoir ce que je faisais l'année d'après. Et je lui ai dit que je ne savais pas, que je n'avais pas de contrat nulle part. Et c'est là qu'il me propose de venir à Ivry. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment un coach moi que je considérais et que je trouvais quand même assez proche de moi, qui m'avait appris pas mal de choses et qui savait, dans certaines situations, moi qui suis un peu nerveux, il savait comment me parler, il savait tout faire, il savait comment s'y prendre avec moi. Et du coup, logiquement, j'ai accepté. Et tu as plutôt bien fait parce que lors de la saison 2017-2018, c'est la saison la plus prolifique pour toi. Tu inscris 102 buts en 25 matchs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette saison-là où, à titre Bah, personnel, c'est c'est la saison pour l'instant la plus marquante de ma carrière. Parce que c'est la saison où je me sens le plus libre sur le terrain, de toutes les saisons que j'ai pu faire. Et là, je passe en 2 ans du jeune prometteur à un joueur déjà un peu plus abouti, à qui on peut faire confiance. C'est plus le jeune joueur à qui on laisse 15 minutes dans le match et on lui dit, écoute, voilà, fais ce que tu sais faire et on verra à la fin. Maintenant, on me demande d'avoir du rendement. On me demande d'avoir du rendement et d'être propre sur le terrain. Donc je m'y plie et ça me fait plaisir parce que voilà, c'est tout ce que je demandais depuis le début de ma carrière, c'était le fait qu'on me fasse confiance et que quoi qu'il arrive, je ferai tout pour rendre cette confiance et je pense que je l'ai plutôt bien fait cette saison-là. Et je suis plutôt fier de cette saison-là, vraiment. tu as besoin, toi, de liberté sur le terrain et une petite dose de pression pour faire des bonnes performances? Il me le faut absolument en fait. À partir du moment où j'ai l'impression, à partir du moment où j'ai l'impression d'être comment dire, tu sais, comme une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, à se dire, voilà, Ouais. la première erreur que tu vas faire, tu vas sortir. Moi, jouer crispé, c'est un truc que je sais vraiment pas faire. Il faut que je sois libéré, il faut que je sois libre un peu de mes mouvements, de mes actes. Je ne sens peut-être pas tout le temps très propre, très académique, Ouais. mais j'essaie de faire, enfin, de rajouter ma petite touche à moi qui fait que ça laisse un peu mon empreinte. Donc, non, non, j'ai besoin de cette liberté. Mais après, j'en profite pas, bien entendu. Je fais pas n'importe quoi, j'essaie pas d'abuser. Mais il me faut cette petite liberté pour me dire, voilà, je suis à l'aise, maintenant tu peux jouer. D'accord. En 2018, là, tu quittes la région parisienne, totalement même, parce que tu pars dans le sud, à Nîmes. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as décidé de partir là-bas, de quitter la région parisienne et de partir dans le sud de la France? Du coup, j'avais déjà été l'expérience à l'étranger. Donc j'avais envie maintenant d'un peu de sortir encore une fois de ma zone de confort et de sortir de l'Île-de-France qui est vraiment ma région natale et d'aller voir autre chose ailleurs, savoir est-ce que j'allais pouvoir m'adapter. Et donc du coup je reçois un appel du coach de Nîmes qui me dit qu'il aimerait bien avoir dans l'effectif pour l'année d'après. Donc je regarde Nîmes, je vois que les 2 dernières saisons à la trêve ils sont deuxièmes, qui Ouais. ratent de peu la Coupe d'Europe et qu'ils ont un vrai projet avec une équipe vraiment très très solide. Aujourd'hui d'ailleurs c'est encore le cas, avec une équipe très très solide. J'ai sauté sur l'occasion directement. Je me dis que voilà, c'est ce genre de projet, c'est des projets qu'il faut accepter. C'est des projets que enfin, c'est pour ça qu'on joue en balle, c'est pour jouer des choses. Parce que jusque-là, j'avais toujours joué avec le maintien. Et Oui. là, justement, je jouais le haut de tableau et on se battait pour une place européenne. Donc je me suis dit, c'est quand même une autre sensation, c'est quand même d'autres choses. Et donc j'accepte, surtout qu'en plus j'ai mon ami Elohim Prandi qui avait signé là-bas l'année d'avant. Donc forcément, ça m'a poussé un peu plus à y aller. Et donc je suis plutôt content d'avoir signé là-bas à ce moment-là. Donc, alors, ton expérience là-bas, on peut dire que c'est une expérience un peu contrastée parce que tu fais une première saison 2018-2019 plutôt convaincante. Tu marques 81 buts en 25 matchs, vous êtes finaliste de la Coupe de France. Donc c'est plutôt une première très bonne saison pour toi. Et notamment en 2019 aussi, tu as appelé pour la première fois en équipe nationale algérienne.
Ouais. lors d'un rassemblement à Nîmes, justement, un stage. Et le sélectionneur, c'est un Français, c'est Alain Porte, c'est ça? Ouais, comme tu l'as dit, ma première saison, elle est plutôt convaincante, ouais, plutôt convaincante dans l'ensemble. Je pense que enfin, j'ai pas mis beaucoup de temps à m'adapter au projet, à m'adapter à l'équipe. On a tout fait pour que je sois performant le plus rapidement possible. Donc, je suis plutôt content de cette première saison. Et cette deuxième saison-là, là, un peu plus compliquée parce que je suis un peu moins utilisé, peut-être moins bon aussi à ce moment-là. Peut-être c'est clairement possible aussi. Donc on préfère Luc Toby qui est sur le poste, qui a fait juste une saison énorme de toute manière à ce moment-là. J'avais qu'une chose à faire, c'était m'asseoir et le regarder jouer parce qu'il était vraiment très très bon à ce moment-là. Et voilà, malgré ça, malgré le fait que je sache qu'il est bon, malgré le fait que je sache que je suis moins utilisé et que mon heure va venir, ah, ça me plaît pas. À ce moment-là, ça me plaît pas. J'ai besoin de voir ailleurs. J'ai besoin d'avoir plus de temps de jeu parce que finalement, j'ai pesé le pour et le contre. Savoir est-ce que tu es dans un grand club mais jouer moins ou être dans un club un peu plus bas et jouer plus, qu'est-ce que je préfère? Et honnêtement, je préfère jouer. Parce Ouais, que on est plein de balleurs, on a tous envie de jouer de toute manière, donc c'est tout ça. de suite compliqué quand on n'est pas amené à être sur le terrain. Donc oui, après l'expérience, enfin la première sélection équipe algérienne, enfin c'était une convocation que Ouais. j'ai pas que j'ai pas prise parce que je me suis laissé un peu de temps. Je me suis laissé un peu de temps pour savoir ce que vraiment c'était ce que je voulais faire. Oui, Donc à ce moment-là, j'y suis pas allé. C'est encore en réflexion dans ma tête, mais pour l'instant, je suis nulle part. d'accord. Ok, ok. Et cette saison-là aussi, tu as une blessure. Tu as une Ouais, blessure j'ai une grosse musculaire. blessure. Ouais, j'ai une grosse blessure, une grosse déchirure au quadriceps. Ouais. C'est ta première grosse blessure dans ta carrière de haut niveau, celle-ci? Non, non, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma carrière, elle a failli jamais vraiment démarrer. Parce que ma première année pro, je commence à avoir des douleurs au coude, des grosses douleurs au coude, et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Je fais plein d'examens et on ne comprend pas d'où ça vient. Ok, donc on est dans la deuxième partie de l'interview pour ceux qui vont regarder l'interview. On a eu un petit problème dans la première partie. Donc voilà, on est dans la deuxième. Allez, c'est parti. Donc on s'est arrêté à ta blessure. Yes, yes. Donc du coup, je me blesse au coude. Je fais pas mal d'examens pour savoir ce qu'il en est. On n'arrive pas à vraiment savoir. Du coup, je me rends à l'Institut du membre supérieur à Paris. Et là, on voit que j'ai une usure du cartilage qui est très avancée, ce qui m'oblige à avoir une opération. Donc je me fais opérer. Et à l'issue de ça, la chirurgienne me dit que je vais peut-être plus pouvoir faire de sport de haut niveau. Et donc à ce moment-là, c'est un peu compliqué, mais j'ai fait le maximum pour pouvoir reprendre au plus haut, c'est-à-dire changer mon geste et tout plein de choses comme ça. Et au final, c'est passé, j'ai plus mal du tout aujourd'hui. Ok. Donc après cette saison un peu compliquée là à Nîmes, tu décides de signer à Limoges, qui est en Pro League. Donc c'est la deuxième division du championnat de France. Pourquoi ce choix du coup? Parce qu'à ce moment-là, en Pro League, Limoges est premier, ça joue la montée. Le coach me dit que le projet est quand même plutôt intéressant. Il donne tout plein de choses, enfin tout plein d'outils pour que je puisse y aller. Donc voilà, à ce moment-là, je me dis que c'est quand même une bonne expérience à vivre et que j'aurai sûrement le temps de jeu que je recherche. Et c'est ce qui me pousse vraiment à signer là-bas. Ouais. Ok. Donc alors voilà, tu commences la saison en Pro League et là il y a le Covid. C'est ça, je fais 3 matchs, 4 matchs, je crois. Et ouais, la Covid, donc confinement, donc arrêt complet du championnat. Et on est tout de suite, enfin, au bout de 2 semaines, on apprend qu'on monte quand même en Lidl Star League. Donc c'est quand même la délivrance pour nous. Et enfin, pour nous, et même surtout pour moi, qui partais là-bas pour ce projet-là, justement. Donc je suis plutôt content qu'on monte directement. Donc alors après le début de saison 2020-2021, nouvelle saison, nouvel objectif. Et là Limoges réalise un début de saison hallucinant. Enfin c'est vraiment la grosse surprise du championnat. Vous avez donc 9 matchs joués, donc un peu plus que les autres équipes. Vous avez eu la chance de pouvoir jouer tous vos matchs. Ouais. Vous êtes deuxième avec un bilan de 5 victoires, un nul et 3 défaites. Avec des grosses performances, comme vous avez gagné contre Créteil, vous avez gagné contre Chambéry, à Chambéry, au Phare.
Vous gagnez à Nantes, contre Nantes, pardon, à Limoges. Donc voilà, des très très grosses performances. Comment tu juges un peu ce début de saison là? Je pense que clairement, on est plus haut que ce que. Enfin, si on m'avait dit il y a quelques mois de ça avant le championnat qu'on en serait là à ce moment-là, j'y croirais pas parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'on fait, pardon. Et non, non, on est tous très contents parce que voilà, c'est finalement un peu l'aboutissement de notre travail. Ouais. On s'entraîne fort, on s'entraîne dur, on s'entraîne longtemps. Et voilà, ça se retranscrit par des victoires. Donc on est très très contents. Et maintenant, va falloir que comment dire, va falloir que ça continue comme ça toute la saison. Voilà, on perd contre Paris de -22, mais c'est pas très, c'est pas très important pour nous. Comme je l'ai dit, si on peut gagner 5 matchs et en perdre un comme ça de beaucoup, moi ça me va. Donc on est plutôt satisfait. Donc toi, à titre personnel, c'est pareil, tu fais un super début de saison, notamment à la victoire contre Créteil, tu mets 9 buts. La victoire contre Nantes, tu mets 9 buts. Là, vendredi, vous avez joué Dunkerque, bon, vous avez perdu, mais tu mets 9 buts. Tu es à un total de 34 buts en 6 matchs. Tu es dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat. Comment tu juges ton début de saison personnel? Moi, je suis content. Moi, je suis très, très content parce que voilà, j'ai quand même cet instinct de buteur. J'aime peser sur mon équipe. J'aime pouvoir me dire que les gens comptent sur moi. Et c'est le cas ici à Limoges. On me fait beaucoup confiance. Et je pense que c'est justement grâce à cette confiance-là, c'est même sûr, c'est pas, je pense, et c'est sûr, c'est grâce à cette confiance-là que je peux me permettre d'être aussi libéré et aussi tranquille sur le terrain. Donc voilà, c'est toujours plus gratifiant quand voilà, nous on marque les buts, quand nous on est dans les meilleurs buteurs, ça c'est toujours cool, mais ça reste quand même une petite partie de notre travail parce que derrière il y a quand même pas mal de monde qui bosse autour de moi pour qu'on puisse être performant. Donc je suis content. Oui, je suis plutôt content quand même. Alors, c'est vrai que là, le projet limogeois est vraiment super. Clairement, vous avez pas le niveau d'un promu. Vous êtes bien plus rodé, même en termes de joueurs, d'expérience. Disons, c'est clair, quand tu regardes l'équipe, sur la plupart des joueurs, c'est tous des joueurs qui ont un minimum d'expérience de la Lidl Star League. Et voilà, on a eu quand même pas mal de recrutements cette année. Moi, je me posais la question de savoir comment est-ce que ça allait s'emboîter, comment les nouveaux allaient s'intégrer au projet. Et tout s'est fait parfaitement. Tout le monde essaie de mettre la main à la pâte, tout le monde se donne au maximum. Qu'on joue beaucoup ou qu'on joue un peu moins, tout le monde essaie vraiment d'être impliqué dans le projet. Donc ouais, on n'a pas la place du promu parce qu'en fait, on n'a pas autant de joueurs promus que ça finalement. Donc on est quand même une équipe assez expérimentée et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on est aussi bien dans le championnat. C'est quoi les objectifs là pour le reste du championnat? Est-ce que c'est juste jouer le maintien ou non, c'est bien plus élevé, c'est Bah, être. pour le moment, ce qui a été établi, c'est que c'était le maintien. Même aujourd'hui, là où on en est, c'est quand même le maintien. On a décidé de pas brûler les étapes, de ne pas se donner des objectifs tout de suite trop hauts pour être déçus à la fin de la saison, ce qui ne sera vraiment pas bon. Donc pour l'instant, peut-être que nos objectifs vont changer à la trêve, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est toujours le maintien. Et l'objectif à long terme, ça serait quoi pour le club de Limoges? L'objectif à long terme, je pense que ce serait finir régulièrement dans le top 5 et pouvoir se qualifier régulièrement pour la Coupe d'Europe. Je pense que ce serait vraiment là l'objectif parfait, je pense. D'accord. Donc justement, en fait, ça serait un peu le même parcours, le même projet que le H, en fait, que le club C'est de Nantes. ça. Le même projet que le H, même projet que Aix, le même projet que Nîmes aussi. Je pense que tout ça, c'est des équipes qui ont plus ou moins la même ambition. Et je pense que c'est l'ambition qu'il faut. Enfin, nous, à notre niveau, avec les moyens que le club a, je pense que c'est ce qu'il faut viser. Ouais. Clairement, là, la Lidl Star League, c'est le meilleur championnat du monde. Ouais, je pense qu'il y a quand même bagarre avec le championnat allemand. Parce que c'est Ouais. quand même. Encore Ouais, maintenant? ouais, ouais. Ouais. Non, le championnat allemand, il est quand même très, très costaud. Il est honnêtement très, très costaud. Donc oui, non, par contre, je pense enfin, entre le championnat allemand et le championnat français, c'est les deux meilleurs championnats du monde. Ouais. Ah, les Allemands, on les bat. Hein. Nantes, ils ont battu Kiel. Hein. Ouais, ils ont battu Kiel. C'est pas Ça, faux. c'est mon équipe, alors. C'est pas faux. Ok. Et parce que là, au niveau du calendrier, vous avez pas mal de grosses équipes encore à affronter. Vous n'avez pas encore joué Montpellier, par exemple? On n'a pas joué encore Montpellier. Il nous reste aussi Saint-Raphaël. Il nous reste Ouais. Aix.
Saint-Raphaël qui est un peu en difficulté quand même depuis. Un petit peu en difficulté, mais je me méfie. C'est une équipe qui est pleine de ressources et je pense qu'un mauvais début de saison, un début de saison un peu mitigé, ça ne va pas les arrêter. Donc oui, Aix, Saint-Raphaël, Montpellier et je pense que club qu'on n'a pas encore affronté, il me semble. Donc ouais, ça va être. Pour moi, c'est toujours des beaux matchs. Contre ce genre d'équipe, c'est toujours des beaux matchs parce que voilà, c'est toujours des matchs engagés. Et je pense que maintenant, toutes les équipes du championnat nous respectent. C'est-à-dire que toutes les équipes ne nous voient plus arriver comme le promu maintenant, en fait, mais comme une équipe qui a des ressources et qui peut se permettre de faire des résultats partout. Donc, c'est plutôt gratifiant et c'est mieux pour nous parce que ça donne lieu à des rencontres un peu plus engagées et ça permet à tout le monde de progresser dans l'équipe. Ça fait bizarre de jouer à huis clos, sans public. Non, ça c'est ça. C'est spécial, c'est particulier parce que là, moi, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis dans le circuit pro et je suis habitué à être dans des salles pleines. Et donc maintenant, quand je vais jouer à Dunkerque, et par exemple cette semaine, quand je vais jouer à Dunkerque et que je vois que la salle est entièrement vide, c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier, mais après, une fois qu'on est dans le match, on n'y fait plus vraiment attention. Mais c'est surtout en cas de victoire que c'est spécial parce que voilà, Oui, il n'y a c'est plus ça. cette communion avec le public, il y a plus tout ça. Donc c'est particulier, mais bon, malheureusement, il va falloir qu'on continue comme ça et en espérant que le Covid soit éradiqué le plus vite possible. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est dur en plus, notamment pour les sports co, là, il y a beaucoup de pertes. Et il y Avec a le Covid. beaucoup de pertes, ouais, c'est clair, les clubs ils sont en difficulté. Les clubs sont vraiment en difficulté et je trouve que c'est quand même une situation vraiment triste parce que voilà, il y a des clubs, il y a des joueurs, des staffs qui œuvrent pour ces clubs-là depuis des dizaines d'années et on a l'impression un peu que c'est tout le travail qui s'effondre. Euh, Donc je trouve ça un peu dommageable, un peu triste pour le monde du handball, mais je pense qu'on va s'en remettre. Je pense qu'on va s'en remettre. On va vite trouver, enfin, si tout le monde respecte le confinement, on va vite en sortir de cette maladie et l'économie du hand va pouvoir reprendre et voilà. Je pense qu'il va falloir un peu de patience, armée de patience. C'est le seul truc à faire. Est-ce que dans un petit coin de ta tête, tu as encore un peu l'équipe de France qui est là, quoi? Franchement, actuellement, c'est pas un truc auquel je pense. C'est-à-dire que si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Mais pour l'instant, je joue. Je m'efforce de faire des meilleures performances pour mon club. Ouais. Et à la suite de ça, si les efforts sont récompensés, tant mieux. Sinon, ce serait pas non plus dramatique. Tu fais attention à tous les à côté, tout ce qui est sommeil, alimentation, renforcement musculaire, tout ça, tu prêtes beaucoup d'attention ou pas? Renforcement musculaire, j'y prête vraiment beaucoup d'attention. En muscu, je suis très concentré, je fais pas mal d'exercices. Le sommeil, j'ai quand même, enfin, j'ai au moins minimum 9 heures de sommeil par nuit, donc je dors quand même pas mal. Et la nutrition, c'est le seul point où je fais un peu moins attention. C'est le seul point où je fais un peu moins attention. Je suis un gros mangeur. Je suis un gros mangeur, j'aime bien me faire plaisir, donc je fais un peu moins attention, mais j'exagère pas non plus. Ouais. J'exagère pas non plus. Vous avez au sein des clubs pro des diététiciens, nutritionnistes, des préparateurs mentaux, des psys, des trucs comme ça, vous avez tout ça? On a tout plein d'outils comme ça. On a le préparateur physique là qui peut s'occuper de ça pour nous. J'ai pas de préparateur mental ici à Limoges. À Nîmes, il y en avait un. D'accord. Et enfin, chaque club s'entoure comme il le veut pour faire le maximum de performance. Mais diététicien, j'ai un ami qui est diététicien qui joue au hand d'ailleurs, c'est Walid Badi qui joue à Oui, Yvette-sur-Seine. oui. Il est diététicien et quand j'ai besoin, lui, il me fait mes programmes, il me fait tout ce que j'ai besoin. D'accord, ok. Mais c'est au bon vouloir des joueurs. C'est vous qui choisissez d'aller vers eux ou c'est. Ouais, c'est plutôt nous, c'est plutôt nous. Dans le hand, c'est plutôt nous qui choisissons, ouais. D'accord. Ok, ok. Nickel. Ok. Bah écoute, c'était super intéressant en tout cas. Merci Et beaucoup. j'espère que la suite de la saison va être super pour Limoges. Et avant de terminer, on va passer aux questions insolites. C'est parti. Allez. Alors, une musique ou un groupe de musique? Musique ou un groupe de musique? Ouais. Tout de suite, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais une musique de Lil Wayne. Lil Wayne. Ah, ok. Lil Wayne J'ai cru que s'appelle tu allais me John. dire bande organisée, parce que tous les Non. sportifs que j'ai eu, bande organisée, bande organisée. Non, une musique de Lil Wayne qui s'appelle John.
Ok, nickel. Alors, un film ou une série? Je sais pas, c'était plus. Un film ou une série? Charlie et la chocolaterie. Petit Ah ouais? Barbe. Ah ouais. J'ai cru que tu allais me sortir une série Netflix ou un film genre Pas un du peu. tout. Ah oui, ok. Alors, un plat. Toi qui aimes bien manger, là. Un plat, un poulet curry de chez l'Indien. Parfait. Impeccable, nickel. Une destination de vacances. Une destination de vacances, l'Australie. C'est un pays que Hein, j'aimerais vraiment faire. C'est un pays qui m'intéresse vraiment. c'est en termes de ville, c'était quoi le mieux entre Tremblay, Ivry, Nîmes, Limoges, en Allemagne ou Bourget? Enfin, l'endroit où moi je me suis senti le mieux jusqu'à aujourd'hui, ça a été Nîmes. Ça a été Nîmes parce que c'est la mentalité du Sud. Tout le monde s'aime, tout le monde est ami, tout le monde est proche. C'est vraiment une ville que j'ai appréciée, Nîmes. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as une autre passion que le hand? Moi, je joue aux jeux vidéo beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je joue vraiment beaucoup aux jeux vidéo. C'est un truc que j'adore. Je touche à tous les jeux vidéo. Je touche à plein de trucs sur ordi, sur console. Je suis vraiment sur tous les fronts. C'est ouais, les jeux vidéo, j'adore ça. D'ailleurs, Mike joue trop aux jeux vidéo parce que tout à l'heure, son iPad s'est éteint pendant la première partie. C'est parce qu'il joue trop et il le recharge pas. C'est Voilà. ça, j'ai oublié de le charger. Exactement. C'est exactement Ouais, ça. alors, un jeu vidéo, justement, En ce moment ou en général? en général. Final Fantasy X, je précise Ouais. 10. Et en ce moment, du coup? Et en ce moment, là, je suis sur Assassin's Creed Valhalla. Ok. Ok, ouais, donc des jeux d'action, quoi. Ouais. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, un modèle, un idole, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup les joueurs de NBA. Ah, J'aime beaucoup les joueurs de NBA. J'aime tout ce qui est LeBron James, Jordan, Antetokounmpo, tous ces joueurs-là, tous ces joueurs un peu physiques ou qui ont fait la différence grâce à leur physique. J'aime vraiment beaucoup ces joueurs-là. Donc, je m'inspire d'eux surtout dans la mentalité, dont ils s'entraînent en fait surtout. d'accord, ok. Ok. Donc tu suis beaucoup la NBA? Je suis quand même pas mal NBA. Je suis un peu dégoûté en ce moment qu'il n'y en ait pas des matchs, mais bon, c'est comme ça. Ok. T'as une équipe en NBA parce que là, t'as cité des joueurs. Est-ce que t'as une équipe Les Bucks. par- En fait, il y a deux équipes que j'apprécie beaucoup, les Bucks, Ouais. Milwaukee et Brooklyn Nets. Ah ouais. C'est deux équipes que j'aime beaucoup. Quand même. Ok. Allez, dernière question. Si tu devais te décrire en 2 mots. En deux mots, Ouais. euh, je dirais impulsif Ouais. et, et drôle. Ok. C'est pas mal. Parce que quand je m'énerve, en général, je suis drôle. Ah ouais, d'accord, ça va, c'est nickel. Ok. Bon bah écoute, c'était vraiment super sympa d'avoir répondu en tout cas Yes, à ma merci à demande. toi. C'était vraiment super enrichissant. T'as vraiment une très belle carrière qui est loin d'être terminée, bien sûr, hein, mais j'espère en tout cas qu'avec Limoges, ouais, ça va. La suite de la saison va se poursuivre comme elle a commencé. Vous allez pouvoir remplir vos objectifs pleinement et Merci beaucoup, continuer ça me à fait plaisir. t'épanouir dans cette équipe. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Voilà, alors l'épisode numéro 8 de Meeting est terminé, donc exceptionnellement il sera en 2 parties, je mettrai les 2 vidéos. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine pour le 9e épisode. Salut! Ciao.